qui ne connaît pas Thomas d'Hermine. Hein, c'est d'abord un Carolo, il y a fait ses études, il y a passé sa jeunesse, il s'y est réinstallé récemment avec sa femme et ses deux petites filles. Alors Thomas a une formation d'ingénieur commercial chez Solvay et également un diplôme en sciences politiques de l'ULB, un master en politique publique à Harvard. Et il s'est lancé directement dans le monde du travail, j'allais dire sans détour, et certains diraient en brûlant les étapes. C'est à Harvard qu'il a développé une réflexion sur le Social Impact Bond qui a été utilisé pour financer du Offer a Job que je vous rappelle on a reçu à Transmutation il y a 2 ans. C'est aussi avec Harvard et l'ULB et Paul Magnette qu'il a initié un certificat en stratégie publique à Charleroi. Et puis de 2009 à 2016, il a travaillé comme consultant chez McKinsey à Londres. De 2016 à 2017, il a démarré une entreprise de start-up entre Londres et Paris. Et il a participé au projet Camet Ventures, qui s'est concentré sur l'innovation technologique. En 2017, Paul Magnette, toujours, l'a nommé comme responsable du plan Catch, qui avait pour projet d'assurer la reconversion de Charleroi après la fermeture de l'usine de Caterpillar. Ce plan a eu un grand changement, en tout cas sur le changement d'image de la ville, l'accélération de la dynamique de développement économique, notamment, je souligne la création du pôle E6K à la gare de Charleroi-Sud, qui est devenu un centre d'innovation et de formation. Dans l'essence de l'ingénierie, on pourrait encore continuer longtemps. En 2018, il a reçu le prix de Wallon de l'année par l'Institut Jules Destrée. En 2019, je vous dis que le parcours est accéléré, c'est moins qu'on puisse dire, il arrive à la tête de l'Institut Émile van der Velde, juste à temps pour devenir le Sherpa de Paul Magnette dans les négociations gouvernementales belges, en rencontrant un petit peu, je dirais, l'ensemble, en un an, il a rencontré l'ensemble des décideurs belges. Et depuis octobre 2020, il est secrétaire d'État en charge du plan de relance qu'il qualifie comme le plus grand processus interfédéral jamais réalisé en Belgique, et ça à une vitesse rarement observée. On pourrait en dire autant de ton parcours. Il a aussi pour occuper le reste de son temps la charge notamment de responsable de la politique scientifique avec les instituts du plateau de l'Observatoire, le cinquantenaire, mais ça, c'est une autre histoire pour un autre rendez-vous. Voilà, Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et tu as la parole pour nous présenter ce plan de relance et puis tu nous rejoindras tout à l'heure à la table ronde avec les partenaires sociaux d'un côté et les entreprises de l'autre. Super, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci Stanislas pour cet après-midi et pour l'introduction. Peut-être juste un petit mot, parce que moi quand j'écoutais Thierry et Lebert en introduction, j'étais déprimé. Je l'imaginais écouter ce vieux politicien de 60 ans qui se disait « Oh, le monde est complexe, le monde est transparent, c'est horrible de faire de la politique aujourd'hui. » Moi, je suis un jeune politicien, j'écoute ça, je ne suis absolument pas d'accord. La transparence est une réalité, on doit s'y adapter et on doit d'autant plus avoir un rôle d'exemplarité. Le monde est complexe, oui, mais il n'est pas plus complexe qu'il l'a été à chacun des instants où il a fallu faire des grands progrès dans l'humanité. Et en fait, on dit souvent que plus un problème est complexe, au plus il est simple. Et le problème de notre génération, il est d'une simplicité extrême. C'est comment on fait pour assurer une transition qui respecte certains équilibres, notamment en matière de creusement des inégalités intergénérationnelles, interclasses sociales, pour assurer une cohésion dans la réussite de cette transition. Pour ça, on a un levier qui est très simple, qui est comment on fait pour dompter, maîtriser, orienter, canaliser notre appareil productif pour réaliser cette transition, ce dont la précédente conférencière a parlé. Et les leviers, ils sont très simples. Et ce sont les mêmes leviers qu'on a utilisés quand on est passé d'une société agraire à une société industrielle organisée avec des droits sociaux. Ce sont les mêmes leviers qu'on a utilisés quand on a construit la sécurité sociale de l'après-guerre. Le premier levier, c'est la coordination internationale pour remettre les États au même niveau que les forces de l'économie. Le deuxième levier, c'est l'investissement public et privé. Et le troisième levier, c'est le pouvoir fiscal des États pour orienter les comportements. Et ça, c'est d'une simplicité limpide et c'est ce qui doit occuper l'agenda international dans les prochaines années. Maintenant, si on zoome sur un des leviers spécifiques qui est le plan de relance et spécifiquement le plan de relance et de résilience belge, il s'insère effectivement dans le contexte très particulier de la crise du coronavirus.
qui a engendré en Belgique, comme dans de nombreux États européens, une surmortalité importante, qui a généré, d'un point de vue socio-économique, un choc important. Et ce graphique-ci, il est intéressant parce qu'il vous montre les variations de PIB trimestrielles. Et donc, on voit que l'ampleur du choc, il est sans comparaison avec, par exemple, ce qu'on a connu en 2008. Mais il a aussi une nature différente. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas lié à une nature systémique dans l'économie, mais il est lié à une contrainte externe qu'on impose sur l'offre pour maintenir la propagation de l'épidémie. Ce qui fait qu'un choc au sens keynésien via de l'investissement public a tout son sens. Et que l'idée de la relance, c'est non seulement de relancer l'économie, mais c'est aussi de réinvestir par rapport à des défis structurels qui préexistaient à la crise du coronavirus. Alors on a commencé ce processus, comme Stanislas l'a dit, par avoir une grande réflexion entre les différentes entités belges, régionales, les communautés, le niveau fédéral, sur quels sont nos enjeux. Et là, quelque chose qui va peut-être vous rassurer, c'est qu'en fait, en Belgique, même si on aime bien se monter nos différences, etc., quand on fait une lecture transversale, et je parie qu'il y a peu de gens dans la salle qui ont déjà lu tous les accords de gouvernement, en fait, il y a 5 grands enjeux qui traversent la société belge. L'environnement, le digital, la mobilité, l'inclusion et la productivité. Premièrement, l'environnement, c'est comment on fait pour se mettre dans une trajectoire qui peut permettre d'atteindre nos objectifs qui sont contenus dans l'accord de Paris, moins 55% d'ici à 2030, en sachant que si on réplique le même comportement dans les 10 ans à venir que celui qu'on a eu dans les 10 ans passés, on n'y arrivera juste pas. Et donc, il faut accélérer la démarche. Deuxième défi, c'est le digital. Je reprends ici des chiffres d'Agoria, ça a été mentionné dans les exposés précédents. Le digital ne détruit pas d'emplois. La meilleure preuve est qu'on n'a jamais eu autant d'avancées technologiques qu'aujourd'hui, et pourtant on n'a jamais eu autant d'emplois qu'aujourd'hui dans le monde. Mais par contre, il modifie la nature du travail, et la barrière pour arriver sur le marché de l'emploi, la barrière pour rester sur le marché de l'emploi va être de plus en plus élevée. Et donc c'est un enjeu important pour les entreprises et pour les pouvoirs publics. Quatrième enjeu, c'est la mobilité, parce qu'en fait, si on désagrège les émissions, on voit que l'industrie, elle fait le job. Les émissions liées au bâtiment, il y a encore du travail, mais on est sur une tendance qui va dans le bon sens. Par contre, en termes de mobilité, et singulièrement de transport routier, on va exactement dans le sens inverse d'où on devrait aller. Le quatrième défi, c'est l'inclusion. La Belgique est parmi les pays les plus riches en Europe, mais on a toujours un Belge sur 6 qui est exposé au risque de pauvreté. Et cette statistique n'évolue pas dans le temps, elle augmente même légèrement, ce qui est fortement inquiétant quand on voit que le niveau de PIB continue d'augmenter positivement. Et il y a des nouvelles formes de pauvreté. Aujourd'hui, ce qui détermine votre exposition au risque, c'est votre niveau d'éducation. Si vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur, le risque il est quasi nul, 6%. Par contre, si vous êtes seulement diplômé du secondaire inférieur, vous avez une chance sur 3 d'être exposé au risque de pauvreté. Ce qu'on voit aussi, c'est que la meilleure protection contre le risque de pauvreté, c'est l'emploi. Vous avez très peu de chances d'être en situation de précarité si vous avez un emploi, mais qu'aujourd'hui, et c'est le défi de nos systèmes de sécurité sociale, avoir une allocation, par exemple du système de chômage, ne permet plus d'être protégé du risque de pauvreté. Et le cinquième défi, c'est un peu technique pour les économistes, mais c'est le défi de la productivité. En Belgique, on a pu avoir un niveau de bien-être, on a pu avoir un système de sécurité sociale inclusif parce qu'on avait une productivité qui était très élevée par rapport aux pays étrangers. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est toujours un pays qui est parmi les plus productifs au monde, mais le gap de productivité, c'est-à-dire notre écart par rapport aux pays voisins, tend à diminuer. Par rapport à ces défis, on est mal. On est mal parce qu'on sous-investit depuis 20 ans. Et mon collègue, le commissaire au plan, pourra vous en parler mieux que moi, mais en Belgique, on investit entre 2% et 2,5% de notre PIB en infrastructures publiques par rapport à une moyenne européenne qui se situe entre 3% et 3,5%. Ce qui veut dire qu'en fait, on accumule un retard chaque année par rapport aux autres pays européens. Et la variable que vous voyez ici, c'est le stock net de capital public. C'est-à-dire, c'est une mesure que simule la Banque nationale, comme si on calculait la valeur cumulative de nos écoles, de nos chemins de fer, de nos infrastructures, de nos réseaux de transport d'énergie. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on investit tellement peu en Belgique qu'on investit à un taux qui est insuffisant, ne fût-ce que pour renouveler notre stock de capital. Et donc ça, c'est vraiment inquiétant parce qu'on sait qu'on a des défis fondamentaux qui vont nécessiter d'investir dans la transition, dans la mobilité, dans l'inclusion. Or, aujourd'hui, on n'investit même pas assez que pour conserver l'existant. Et donc, c'est nécessaire d'inverser cette tendance. Et je dirais que dans ce défi, le coronavirus est quelque part une opportunité.
Un, parce qu'il nous fait nous rendre compte de notre psychologie collective qu'on est tous vulnérables à des chocs systémiques. Et c'est la première fois qu'on fait tous l'expérience dans notre chair, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles, de ce que c'est un événement externe qui nous perturbe tous et qui change notre façon de voir le monde. Deux, ça a été l'occasion de réaffirmer l'importance des communs. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui questionne le rôle d'avoir des mécanismes forts de sécurité sociale pour se prémunir de certains chocs systémiques. Il n'y a plus personne qui questionne vraiment la nécessité d'avoir des systèmes de santé publique qui soient forts et prêts à gérer des crises. Et ça, c'est une conséquence importante de la crise du coronavirus. Troisièmement, et ça je le vois très bien dans mes interactions quasi quotidiennes avec la Commission européenne, il y a un changement de paradigme budgétaire qui s'est opéré. Il y a un peu un retour en grâce de Keynes et le fait que l'investissement public n'est pas une dépense, mais en soi est un investissement, au même sens que dans vos entreprises on calcule un investissement, c'est-à-dire que c'est une dépense d'investissement qui crée les conditions de la prospérité future. Notre plan, il ressemble à quoi? Notre plan belge, donc c'est 6 milliards d'euros, 85 projets. Chacun des petites bulles sur ce graphique ici représente un projet. Et donc vous voyez qu'en fait on a 1,8 milliard par exemple autour du développement durable, 1,3 milliard en matière de mobilité, qui sont les plus grands postes de notre plan d'investissement. Si on regarde comment ça se répartit et quels sont les grands chapitres de notre plan d'investissement, on va retrouver dans l'enveloppe développement durable des projets de rénovation de bâtiments publics et privés, beaucoup de projets d'investissement dans des technologies émergentes en matière d'énergie, notamment tout ce qui est l'infrastructure pour capturer du carbone, pour transporter du CO2, construire une île énergétique en mer du Nord pour garder notre leadership belge sur l'éolien offshore. En termes de mobilité, gros poste d'investissement aussi, 1,3 milliard. On va investir à la fois dans le verdissement des transports routiers, avec notamment des projets d'installation de bornes électriques pour soutenir l'électrification de la flotte, des projets de mobilité douce, avec notamment ces questions de créer autour de Bruxelles des corridors vélos, donc des vraies autoroutes pour les vélos, de la même façon qu'on crée des autoroutes pour les voitures, il n'y a pas de raison qu'on ne crée pas des autoroutes pour les vélos, et des projets de shift modal, donc de réinvestissement dans l'infrastructure ferroviaire. En matière de digital, et je vais vite parce que toutes les documentations sont disponibles en ligne, vous avez des projets en cybersécurité par la défense et le renseignement. Vous avez des projets qu'on fait avec Proximus, notamment sur le déploiement généralisé de la fibre, des pilotes autour de la 5G, des projets d'administration digitale. Et ensuite, on a toute une série de projets dans ce qu'on appelle l'axe productif, qui sont des projets notamment de recherche, notamment de formation, et des projets d'infrastructure sociale, que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans les logements sociaux, dans l'accueil de la petite enfance. On a effectivement réparti ces moyens entre les différents gouvernements. Et ça, c'était effectivement une discussion politique assez classique, parce que c'est comme quand vous répartissez un gâteau entre des amis qui s'entendent bien et qui ont tous plein de projets, plein d'initiatives. C'est des discussions qui sont par essence politiquement compliquées. Mais ce qui est important au-delà de la répartition des montants, c'est de voir que effectivement, c'était un processus interfédéral où tous les gouvernements ont travaillé ensemble selon les mêmes axes. Donc c'est, par exemple, quand on réfléchissait à la problématique de la mobilité à Bruxelles, les gouvernements y ont réfléchi, le fédéral qui a un levier via la SNCB, les régions via les sociétés régionales de transport, pour avoir une approche holistique par rapport à des problèmes qui sont aussi holistiques. On a un plan qui, par rapport au minima de la Commission européenne de 37% du plan tagué comme vert, est relativement plus vert. Un think tank indépendant a d'ailleurs calculé qu'on était le deuxième plan le plus vert en Belgique derrière la Finlande. On a un plan qui est aussi un petit peu plus digital, 26% par rapport à 20% qui était imposé par la Commission européenne. En termes de typologie de projet, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver environ 60% des projets qui sont des projets d'infrastructure. Qu'on ouvre des trottoirs pour faire passer de la fibre, des canalisations de gaz, qu'on rénove des écoles, qu'on réinvestit dans le ferroviaire, ce sont des projets d'infrastructure. Et c'est nécessaire non seulement parce que le secteur de la construction a un multiplicateur particulièrement élevé sur la relance à court terme, mais aussi parce que je suis convaincu qu'on est face à une révolution technologique qui nécessite de réinvestir massivement dans l'infrastructure, tout comme après la guerre, on a construit les autoroutes, les lignes à haute tension, les centrales nucléaires. On est face au même défi technologique qui va nécessiter d'investir massivement dans les 10 ou les 20 prochaines années. Ensuite, on a 15% de projets de R&D, un peu moins de 30% qui sont dédiés au capital humain et un peu moins de 30% dédiés aux projets de digitalisation.
On a analysé ce plan selon des dimensions qui n'avaient rarement été faites par avant, notamment une revue systématique de tous les projets au regard du critère égalité homme-femme, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun des projets qui contribue à renforcer les inégalités et qu'au contraire, on ait des projets, notamment quand on construit des crèches, quand on construit des infrastructures de mobilité douce, qui correspondent à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes. Un élément important, c'est l'effet multiplicateur. Je pense que ça a été clairement dit par Elisabeth Laville précédemment. On ne fait pas un plan d'investissement public pour le plaisir de faire un plan d'investissement public. On le fait pour générer un effet multiplicateur sur l'investissement privé et avoir un effet vertueux au sein de l'économie. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dans le design des projets, on a essayé un maximum de faire travailler les entreprises privées avec les pouvoirs publics. Et donc ici, vous avez la vue du plan avec les ressources publiques. Ici, vous avez la vue du plan avec chaque fois le complément d'investissement privé qui est apporté. Si je prends par exemple un exemple, voilà, ça c'est un projet de nos amis flamands sur les applications industrielles de l'hydrogène. C'est un projet avec 125 millions d'argent public, 662 millions de compléments privés. Si je regarde ce projet-ci, ça c'est un projet fédéral sur en fait, la minimisation des déchets nucléaires. Donc quand on va déconstruire les centrales nucléaires, on va en déconstruire 4 ou 6 dans les années à venir, ce qui est un des programmes de dénucléarisation les plus ambitieux au monde dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on fait pour construire une filière industrielle en Belgique pour finalement capter de la valeur industrielle sur le fait qu'on est pionnier dans la sortie du nucléaire en Belgique. Rapidement sur la suite, le plan de relance, c'est à la fois beaucoup et peu d'argent. C'est beaucoup d'argent parce que 6 milliards d'euros, on peut faire beaucoup de projets, mais vous verrez que mon collègue du bureau du plan va vous dire que dans une trajectoire pluriannuelle, c'est relativement peu si on veut retourner graduellement vers la moyenne européenne qui est de 3,5%. L'accord du gouvernement belge fédéral est d'aller vers 4% à horizon 2030 d'investissement public avec un objectif intermédiaire de 3,5% à horizon 2024. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est à 2,5, 2,6%. Et si on veut atteindre 3,5 à horizon 2024, on doit avoir un incrément d'investissement de l'ordre de 13 milliards d'euros. Donc les fonds européens, en fait, ne couvrent que 45% de ce montant d'investissement pour atteindre notre objectif d'ici à 2024. Et donc c'est pour ça que vous avez vu les derniers jours, les dernières semaines, le gouvernement flamand, le gouvernement wallon, bientôt le gouvernement fédéral, qui vont annoncer des moyens d'investissement public additionnels au-delà des moyens européens pour respecter cet objectif de 3,5%. Dernier slide, un petit peu technique, mais je pense que c'est intéressant. En fait, ça va être quoi le boost d'investissement dans les prochaines années ? On a un boost d'investissement public, ce sont les 5,9 milliards européens, plus les compléments apportés par les pouvoirs publics belges aux différents niveaux pour atteindre l'objectif de 3,5%. Ensuite, on a une première enveloppe qui sont des investissements privés qui sont liés au projet du RRF. Donc, par exemple, on a cité l'exemple du projet d'application industrielle dans la sortie du nucléaire. Ça, ce sont des fonds qui vont être ajoutés au projet européen dans leur exécution. On a les entreprises de réseau, donc typiquement Fluxys dans le gaz, Elia dans la haute tension, Proximus sur l'infrastructure digitale, qui ont des programmations extraordinaires d'investissement dans les 3-4 prochaines années pour faire face aux changements technologiques. Et on a aussi, je pense que c'est intéressant de le mentionner, mis sur pied avec la SFPI, qui est donc le véhicule d'investissement de l'État fédéral, ce qu'on appelle un fonds de transformation, c'est-à-dire un fonds public-privé, à la fois avec de l'épargne privée et de moyens publics, pour investir en equity ou en semi-equity dans des entreprises qui ont des besoins pour faire face à leur transformation environnementale ou digitale. Ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir un boost d'investissement public ou semi-public de l'ordre de grandeur de 25 milliards dans la prochaine législature. Et tout l'enjeu, et c'est là qu'il faut mobiliser un maximum les partenaires sociaux, les entreprises et les grandes et petites, c'est de maximiser l'effet multiplicateur. Ce que j'aime beaucoup dans l'exposé d'Elisabeth Lavillée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que la beat flipper qu'on a introduit, c'est-à-dire le boost d'investissement public, ricoche un maximum dans l'économie et ne soit pas perdu parce que la construction fait appel à des travailleurs détachés en Pologne ou parce qu'on va acheter nos matériaux de construction en Chine. Et ça, c'est vraiment un enjeu essentiel dans notre plan de relance sur lequel on va être attentif dans la mise en œuvre. Donc voilà, le plan de relance, à court terme, on relance dans une optique vraiment de keynésianisme l'économie qui est dans une situation déprimée pour finalement la sortir le plus vite possible du contexte déprimé.
Mais pour faire ça, on en profite pour investir dans des champs qui nous permettent d'amorcer un virage radical dans la transition. Et on le fait en choisissant des cibles qui permettent de donner des opportunités concrètes aux générations futures belges et reconstruire l'excellence belge dans certaines filières.